Alors, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Parabellum. Oui, quelqu'un dans le chat en parle déjà, car les propos de Trump sont certainement extrêmement graves. Il est vrai qu'il nous a habitués à dire des choses à la légère, mais ce qu'il dit en ce moment est extrêmement incertain et extrêmement dangereux. Pour ceux qui ne l'ont pas suivi, une civilisation entière mourra cette nuit. Pour ne pas revenir, pour ne jamais être ramené. Je ne veux pas que cela arrive, mais cela arrivera probablement. Quoi qu'il en soit, maintenant que nous avons eu un changement total de régime, peut-être différent, plus intelligent, moins radicalisé, et que des esprits moins radicalisés prévaudront. Peut-être que quelque chose de révolutionnaire et de fantastique peut arriver. Qui sait? Nous le découvrirons ce soir. L'un des moments les plus importants de la longue et complexe histoire du monde. 47 ans d'extorsion, de corruption et de mort prendront enfin fin. Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran. Alors, qu'entend-on par une civilisation entière? Ça disparaîtra cette nuit. Quelqu'un a commencé à parler de tactique nucléaire. Il est peu probable qu'ils donnent leur aval pour une chose pareille. En attendant, un salut au professeur Bognardi. Probablement Trump, qui est assez habitué à utiliser des termes assez forts dans sa façon de parler, je ne pense pas que ça l'intéresse. Il avait tendance à aller dans ce sens, aussi parce que les effets seraient tant dévastateurs un peu pour tout le monde. Même pour ceux qui ne sont pas directement une cible. Honnêtement, ces jours-ci et ces dernières heures, on voit déjà les Américains bombarder beaucoup d'installations sur l'île de Kharg. Nous l'avons dit plusieurs fois. Tous les mouvements américains laissent penser, en tout cas, qu'ils interviendront au moins sur les îles. Sinon, il n'y aurait aucune raison de déplacer des hommes de la 82e division aéroportée et des hommes sur le navire Tripoli, etc. Et ces dernières heures, ils ont justement attaqué l'île de Kharg, du moins ses complexes militaires. Cela laisse présager quelque chose. Il est vrai que les jours précédents, il y avait déjà une activité de reconnaissance et de repérage. Maintenant, personne ne sait vraiment irait occuper l'île de Kharg, mais ici, on n'a pas vu beaucoup de bon sens. Donc disons que depuis l'époque de Poutine, j'ai laissé tomber les analyses rationnelles qui partent du principe que les acteurs en jeu sont rationnels. Ils ne le sont pas, Poutine ne l'était pas avant, Trump ne l'est pas maintenant. Donc si on se concentre simplement sur ce qui se passe, sur les sources dont on dispose, même si cela t'amène à une conclusion qui est une action non rationnelle, tu dois quand même la suivre. Il n'y a aucune raison de déplacer ces troupes, de faire de la reconnaissance sur l'île, à moins que tu n'aies réellement l'intention de l'occuper. Sinon, toute cette activité ne s'explique pas. Sur l'île de Kharg, au cours des dernières 24 heures, elles ont été frappées. Regardons aussi ce qui a été touché, car cela nous donne des indices. Elle avait déjà été touchée il y a environ un mois, mais pas gravement. Si je ne me trompe pas, seulement dans les batteries anti-aériennes. Ceci est une carte extrêmement détaillée de ce que l'on connaissait sur l'île au niveau des batteries anti-aériennes, des batteries de missiles, des dépôts, des radars, des antennes de communication, etc. Ce qui est intéressant, c'est que les abris de stockage renforcés ont été touchés. Que sont les abris de stockage renforcés? Ce sont pratiquement les dépôts, ceux en béton armé, où habituellement sont stockées les munitions à l'intérieur. Ceux que les Ukrainiens ont souvent attaqués à Lipetsk, en Russie. Quand tu vas frapper les dépôts, tu vas limiter la capacité de l'infanterie, des troupes qui sont à l'intérieur de l'île, de s'approvisionner pratiquement
pratiquement leurs propres armes. Ça n'a pas de sens de frapper ces trucs-là, à moins que tu ne veuilles envahir. Il était logique de frapper certains des systèmes anti-aériens au début de la guerre, parce qu'ils étaient de toute façon au milieu, comme on peut le voir, du Golfe Persique. Mais aller frapper chaque système de communication, chaque dépôt, etc. Ça fait vraiment penser qu'ils ont l'intention de l'occuper. L'occuper, comme on l'a dit aussi avec le colonel Stirp, ne sera pas facile, dans le sens où il s'agira quand même d'un combat homme contre homme, étant donné que si on va combattre dans la zone du quai de chargement, tout est rempli, comme vous le voyez, de dépôts de carburant. Donc on ne peut pas utiliser de bombes, on ne peut pas utiliser de soutien d'artillerie, etc. Je l'ai dit, comme Trump aura lu dans un briefing que 90% du pétrole iranien passe par ici, il aura probablement ignoré tout ce qu'on lui a dit. Ensuite, il n'a retenu que l'histoire des 90% du pétrole, et donc il voudrait prendre les Iraniens à la gorge. Du moins, ce serait l'intention. C'est comme ça que ça peut aussi être combiné. En partie aéroportés, en partie troupes de débarquement, mais sûrement avec des navires plus petits, probablement de nuit, avec des embarcations très rapides et petites. Tu ne verrais pas la Tripoli arriver, car on la verrait déjà à 1 kilomètre. Et très probablement d'autres cibles possibles sont les îles de Piccolopolis et Grande Police. C'est un peu plus difficile d'aller occuper les îles, même si ça a plus de sens les îles d'Ormuz parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Il y a beaucoup plus à occuper. De toute façon, il passera aussi les petits chefs dans un moment. Parce que j'ai mis « réfléchissons-y » parce que je me rends compte que nous essayons de vous donner toutes les informations possibles en direct. Donc c'est aussi difficile d'avoir un moment pour parler avec vous. À part quelques questions, j'essaye de prendre celles qui sont les plus utiles dans la conversation. Donc, nous n'avons jamais un moment tranquille pour réfléchir à ce qui se passe. La question est de savoir d'où partiraient les troupes américaines. Eh bien, le dernier regroupement que nous avons remarqué de la 82e et des Marines était à la base de Diego Garcia, mais en quelques heures, en une nuit, ils peuvent se déplacer. Tenez compte que la 82e et les bataillons de la 82e sont faits pour être déplacés n'importe où dans le monde en 16 heures. Donc potentiellement, avec des avions qui partent de Diego Garcia, il est très probable qu'ils pourraient être dans la zone en 34 heures. Donc ils peuvent décider à tout moment d'agir en ce sens. Prenons aussi un peu plus de recul sur ce qui s'est passé pendant cette période. Nous verrons aussi comment les pilotes américains ont été évacués. Car c'est quand même une histoire intéressante concernant le fait que le F-15 ait été abattu. Disons ceci, l'Iran. Au début avait mal choisi sa stratégie, dans le sens où il avait répondu en exposant une grande partie de son potentiel de missiles et de défense anti-aérienne. Et en effet, si vous vous souvenez, lors de la première journée, l'Iran avait répondu avec 350 missiles, puis 185, puis moins de 100. Donc en l'espace de 3 jours, ils avaient pratiquement perdu 80% de leur potentiel de feu. Ceci parce que, évidemment, les Américains et les Israéliens avaient réussi pendant des mois à recueillir des informations, donc ils savaient exactement où les frapper. C'est la première phase de la guerre, jusqu'au 7-8 mars, c'est la première phase de la guerre. Après, comme on peut le voir, les Iraniens sont restés à un certain niveau de constance. Environ 30 missiles par jour et plus ou moins une moyenne de 50 à 100 drones par jour. Notez que dernièrement, ils commencent à remonter. Donc si nous voulons comprendre ce qui se passe, nous devons comprendre que deux guerres complètement différentes sont en cours.
Donc l'Iran, après le 7 mars, a opéré un changement de paradigme stratégique, un changement pratiquement aussi intelligent de mon point de vue, compte tenu des capacités limitées et des ressources dont il dispose. Dans quel sens ? En plus de la bien connue défense en mosaïque, qui par nature est, disons, difficile à neutraliser, surtout si l'on essaie de le faire uniquement en utilisant la puissance aérienne pour des limites évidentes. Distance, fatigue, limite de charge d'armement, capacité de permanence en vol. Euh, Sans compter que ces forces qui attaquent sont de toute façon limitées. Hormis Israël, qui a utilisé un grand nombre d'avions par rapport à ce dont il disposait, les Américains, en revanche, sont beaucoup plus limités. Entre les porte-avions et certaines bases, et quelques avions qui partent tout de même de bases européennes, puis font escale, etc. Cela d'ailleurs complique encore davantage les questions logistiques, les rend plus difficiles. Sans compter ensuite, du point de vue du personnel, la fatigue des hommes et des moyens et, évidemment, la disponibilité des munitions sur place. Les porte-avions n'ont pas des munitions illimitées. Donc la nature de la défense iranienne, en plus de diversifier le risque parce qu'ils ont cette défense en mosaïque stratifiée, est surtout décentralisée. C'est-à-dire que même si la chaîne de commandement est perdue, surtout un système anti-aérien, ils gardent un certain degré d'indépendance. Ils allument simplement le radar de temps en temps, voient ce qu'il y a dans leur zone et réagissent. Donc ils peuvent aussi le faire un peu comme des lumières clignotantes, dans des zones qui sont peut-être considérées comme sûres par les Américains et les Israéliens. Parce qu'il n'y a aucune activité radar pendant une semaine, puis, soudainement, étant donné que les lanceurs sont souvent mobiles, ils peuvent donc changer de position. Une zone qui était jusque-là vide et qui était inactive pendant une semaine, soudainement devient active. Donc ils parviennent aussi à rester autonomes, même s'il n'y a pas de chaîne de communication. De plus, il y a la question fondamentale, la quantité de positions préparées, de refuges, de bases, de bunkers est tout simplement trop grande pour les capacités de reconnaissance américaines et israéliennes. Dans quel sens ? Vu la nature de ces systèmes antiaériens qui se déplacent rapidement d'une position à l'autre. Et la nature du terrain, la nature orographique du pays, qui est immense en plus d'être pleine de montagnes. Disons que tout cela se prête parfaitement au type de défense en mosaïque. Donc même s'il y a une activité à un certain moment, elle est vraiment brève, et il n'est donc pas dit que les Américains ou les Israéliens aient toujours des avions dans la zone capables de frapper et de réagir. C'est un gros problème qu'ils ont, la question de la permanence. Donc ce sont aussi des facteurs extrêmement importants. En essence, puisqu'ils utilisent de la tactique du tir et file, c'est-à-dire tirer et se replier, ils ne laissent pas de fenêtres utiles pour frapper. Parce que tout se passe en 5 à 10 minutes, donc la puissance aérienne n'est pas suffisante. Surtout si c'est le seul moyen que tu as pour attaquer, pour frapper un seul système anti-aérien qui tire puis se cache à nouveau à l'intérieur de la montagne. Cela ne le permet pas. Oui, certains disent, tu devrais faire du SEAD, du DED, utiliser des missiles anti-radar qui suivent la trace radar, etc. Mais l'activité est très brève. Si par exemple ce qui a touché l'F-15 n'était pas un bavard, mais un Thor, qui se trouve entre deux montagnes, et peut-être que le F-15 passait par là, eh bien le Thor, qu'est-ce qu'il a ? 20 km plus ou moins. Il prend, il tire, tout est fini en 1 minute et il n'a pas le temps de faire du SEAD, du DED. C'est-à-dire des missiles qui recherchent l'activité radar ennemie et qui donc suivent la trace radar et vont frapper le système anti-aérien. Oui, la revanche des Chorades, bravo.
Défense aérienne à courte portée en pratique. Système défensif à courte portée. Il tire, vise la cible, tire, la verrouille, 1 minute, 2 minutes, et tout est terminé. On referme la camionnette et on retourne se cacher. Ils en ont une quantité incroyable et peuvent donc continuer à faire ce genre de choses. Alors, quel est le but de la stratégie ? Que malgré le fait qu'ils aient perdu 80% de leur capacité de lancement dès la première semaine. Ce qui a permis aux forces aériennes américaines et israéliennes de se créer des couloirs. En réalité, cela ne les a jamais complètement arrêtés. Et cela est attesté à la fois par les pertes aériennes qui sont continues, même si elles sont faibles par rapport à une guerre où il y a 2 adversaires équivalents, et aussi de façon continue en ce qui concerne le lancement de drones et de missiles. Voilà toutes ces limites que présente ce type de campagne menée par les Israéliens et les Américains ont permis à l'Iran de maintenir un certain seuil de capacité de riposte. D'accord ? Limité mais continu. Mais cela suffit-il pour atteindre l'objectif ? En quoi est-ce suffisant ? Le but n'est pas de contrer tactiquement l'action de l'adversaire, c'est-à-dire essayer de contrer la suprématie aérienne américaine et israélienne, parce que s'ils utilisaient leurs moyens pour le faire, ils seraient détruits. Donc ils ne le font qu'à certains moments pour maintenir, disons, toute la zone dans une sorte d'incertitude. Aussi parce qu'ils ont sûrement pris en compte le fait de perdre des capacités de production. Les usines, etc., on savait déjà qu'ils allaient les perdre. Donc ils savaient qu'ils devaient gérer prudemment les ressources dont ils disposaient, tant celles qui restaient que celles, disons, temporairement indisponibles parce que, par exemple, la galerie avait été ensevelie par un missile. Pour faire quoi ? Pour appliquer sa stratégie. Et quelle est la stratégie iranienne ? Elle s'est manifestée ce mois-ci à travers différentes phases d'escalade, évidemment, qui ont en commun 2 points essentiels. L'un est le temps et l'autre est la résilience iranienne. Cette stratégie symétrique vise essentiellement d'abord à régionaliser la guerre, et là je dirais qu'ils y sont parvenus. Il est vrai que de toute façon, la nature même de l'endroit se prête parfaitement à une régionalisation. La nature stratégique des productions pétrolières et énergétiques des pays du Golfe et les dépendances intrinsèques qui existent entre de nombreux pays. Et ces monarchies offrent peu de cibles. Au final, si tu frappes les installations de liquéfaction du gaz et les installations pétrolières, tu leur retires pratiquement 80% de leur capacité. Et l'autre, par contre, c'est un facteur orographique. Si tu veux transformer cette crise en la régionalisant, eh bien, quel meilleur endroit que le détroit d'Ormuz ? Je vois que c'est facile à contrôler et à bloquer. Quel est le but ? Le but initial était de régionaliser afin d'en amplifier les effets et de conduire à l'escalade suivante, c'est-à-dire une crise mondiale. Pour faire retomber pratiquement les coûts politiques et économiques et les conséquences qui en découlent pour les Américains. Et honnêtement, ils y sont parvenus. Parce que l'objectif final, jusqu'à présent, ils ont réussi à atteindre les 3 premiers objectifs, c'est-à-dire survivre grâce à la défense en mosaïque, continuer à exercer une pression, régionaliser la crise, mondialiser la crise, faire payer tout cela sur le plan économique et politique aux Américains. Mais aussi le 4e point, qui c'est le dernier, c'est-à-dire viser l'insoutenabilité politique et économique de l'action militaire américaine, qui présente toutes les limites dont nous avons parlé.
limites opérationnelles, logistiques, de résilience. En parlant de cette manière, les Iraniens offrent également de moins en moins de cibles, dans le sens où le maximum que les Américains peuvent faire à ce stade est d'élargir la gamme des cibles qu'ils frappent. Mais ce n'est pas comme si, en détruisant une usine de plus ou une station énergétique, ça change quelque chose dans l'ensemble. Ce que les Iraniens ont préservé pour appliquer leur propre stratégie est là. Ce n'est pas en détruisant un pont que les missiles disparaissent, que les drones disparaissent ou que les systèmes anti-aériens disparaissent. Donc il est intéressant de voir qu'ils mènent deux guerres complètement différentes. L'une est tactique, et il est évident que la supériorité tactique américaine et israélienne a entraîné des coûts énormes. Destruction des lanceurs, des navires, des bases, des sous-marins, la flotte de surface n'existe plus. Le problème, c'est que nous nous sommes un peu trop concentrés sur le récit de chaque navire détruit, ce genre de choses, en perdant un peu de vue l'ensemble. Au final, quel est le facteur principal de cette guerre qui est stratégique et non tactique, de la façon dont on se bat, entre guillemets, sur le terrain ? Donc honnêtement, je ne vois pas comment les Américains et les Israéliens, bon, je les mets à part parce que c'est un cas particulier et on pourra en parler. Les Américains ne peuvent pas gagner cette guerre, non pas parce qu'ils ne peuvent pas écraser militairement les Iraniens, mais parce qu'essentiellement, quand tu n'as pas la capacité d'empêcher ton adversaire de maintenir sa continuité productive, logistique, etc., avec seulement la puissance aérienne, tu ne peux pas obtenir de victoire stratégique. C'est très difficile. Je vais vous donner un exemple d'une victoire pratiquement aéronavale remportée par l'Empire japonais à Pearl Harbor, qui a eu une importance tactique. Ils ont détruit quelques avions, quelques navires, mais ils ne pouvaient rien faire pour empêcher l'adversaire de continuer à construire des navires. Donc en fin de compte, ce n'était qu'une victoire localisée. C'était le même problème que celui qu'avait le peintre autrichien. Ils n'avaient pas la capacité de bombarder, ils n'ont jamais construit, ils n'ont jamais eu d'aviation stratégique. Les Allemands, donc, n'ont jamais réussi non plus à atteindre l'Amérique. Il y avait quelques projets, le projet de bombardier pour l'Amérique, ni à bombarder les Russes quand ils ont déplacé leur base près de l'Oural ou au-delà de l'Oural. Voilà, quand il te manque cette capacité, si l'adversaire ne cède pas ou ne s'effondre pas de l'intérieur pour des raisons politiques, tu n'arrives à rien. Tu peux seulement élargir la gamme des cibles que tu détruis. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas un pont de plus ou un tunnel qui font la différence. En tout cas, merci. Je m'arrête un instant et nous prendrons aussi toutes les questions. Ramener à l'âge de pierre pourrait signifier retirer durablement le pétrole iranien et celui des monarchies du marché, ce qui serait cohérent avec le besoin de contrôler le pétrole mondial. Bien sûr, s'ils prennent l'île de Karg et détruisent aussi des centrales énergétiques, des ponts, des chemins de fer. D'ailleurs, Israël a envoyé un message à la population iranienne de ne pas prendre les trains parce qu'ils vont aussi les détruire. Eh bien oui, techniquement, si tu détruis toutes les infrastructures et que tu leur retires la possibilité de les reconstruire, qui est ensuite la vente du pétrole. En ce qui concerne les Iraniens, techniquement, tu les ramènes en arrière. Pas vraiment à l'âge de pierre, mais à l'âge du bronze, c'est sûr. Stéphane Didona. L'Iran a-t-il installé des usines de drones au Tadjikistan ? Non, c'était les Russes, mais pas au Tadjikistan, au Tatarstan. Il se peut que les Iraniens trouvent aussi des proxys, mais on ne construit pas des usines en 2 mois. Et avant tout ce bazar, on n'entendait pas parler de proxys iraniens ailleurs, aussi parce que certains pays ne veulent pas être impliqués si jamais il y a des problèmes. Ils ont produit pas mal de drones. Donc je vois mal quelqu'un vouloir s'impliquer là-dedans. Jusqu'à présent, on n'a jamais entendu dire qu'ils aient créé des bases extérieures pour drones.
Ce n'est absolument pas probable, zéro chance. À moins qu'il ne soit complètement fou, aussi parce qu'il n'y a plus de grandes cibles. Ce qu'il y a, ils peuvent le détruire facilement avec des bombes guidées. Il n'y a pas besoin, donc c'est exagéré. Ce sont les paroles de Trump, je comprends que cela alarme, mais non, il n'y aura pas d'utilisation d'une chose pareille. Donc soyez tranquille, je sais que la presse va s'en emparer, parce qu'en effet, les paroles de Trump sont extrêmement inquiétantes et sujettes à malentendus. Pas seulement les siennes, mais aussi celles de Vance, parce que Vance est lui aussi resté plus ou moins vague et a voulu réaffirmer ce qu'a dit tout Trump, à savoir ceci. Le pays tout entier peut être touché en une nuit, et cette nuit pourrait être demain. Pourquoi ai-je fait ce direct ? Parce que cette nuit serait cette nuit-là. Et je me suis senti, au-delà du fait que nous faisons de l'information, etc., de quand même vous dire que si vraiment il se produit ce type d'attaque, donc on entre dans un moment où il n'y a plus de retour en arrière parce qu'il y a le risque du point de non-retour, et nous en sommes très proches. Dans quel sens ? Point de non-retour. Jusqu'à présent, ce qui s'était passé, c'était « je frappe quelques-unes de tes bases, quelques radars, quelques systèmes THAAD, toi tu frappes mes lanceurs ». C'était resté plus ou moins dans le domaine militaire. Des bases américaines au Koweït, d'autres endroits étaient prêts de frapper, et les Israéliens et les Américains frappaient des bases, des avions, des navires, etc. Iranians. Mais si on commence à se frapper mutuellement, surtout entre l'Iran et les monarchies du Golfe, ce sont justement les monarchies du Golfe qui peuvent en subir les conséquences. La riposte iranienne, eh bien là on atteint le point de non-retour. En quel sens est-ce un point de non-retour ? Comme montré lors du live précédent. Ces pays dépendent, dans la plupart des cas, de grandes installations qui produisent entre 20 et 30% de l'énergie, du pétrole, etc. Donc il suffit de frapper 2 installations et vous leur enlevez 60% de l'eau, 60% de l'énergie, 60% de la capacité de production de pétrole et donc de se reconstruire. Hier, les Iraniens ont frappé un site de production saoudien très important. Cela nous est également confirmé par les données FIRMS de la NASA. Comme vous pouvez le voir, là où vous voyez du rouge et où il y a pratiquement des détections de chaleur, cela nous indique qu'ils ont frappé une installation très importante. Pourquoi une installation importante ? Parce que cette installation produit à peu près 30% du pétrole de l'Arabie Saoudite. Elle s'appelle Jubail. En réalité, c'est un complexe industriel où sont produits des engrais, des produits pétroliers, donc des plastiques, du bitume, mais surtout du pétrole. Selon certaines estimations, cela représente entre 6 et 8% de toute la production pétrolière mondiale. Et entre 25 et 30% du pétrole produit par l'Arabie Saoudite. D'accord ? Si cette installation est mise hors service, la crise devient systémique parce que ce n'est pas dans un mois, même si la guerre se termine, que cette installation recommencera à produire comme avant. Si on commence à détruire ces installations l'une après l'autre, il faut 45 ans pour reconstruire une installation de cette capacité. Et que fait le monde pendant ces 45 ans si les monarchies du Golfe perdent leur capacité, ainsi que les Iraniens ? La crise devient systémique, comme le disait Giorgio Alfaras. Un gigantesque pôle industriel de 1000 km², d'accord ? C'est pour ça que je dis « nous arrivons au point de non-retour ». Si les Américains agissent comme ils comptent le faire, c'est-à-dire en détruisant des aéroports, des ports, des ponts, des centrales électriques, etc. Les Iraniens, qui ne disposent pas d'une grande capacité de missiles à très longue portée,
se vengeront sur toutes les monarchies du Golfe, qui dépendent énormément de quelques grands systèmes. Et donc c'est la stratégie de Samson, mourir avec tous les Philistins. Ils s'anéantiront mutuellement, les Américains et les Israéliens anéantiront la capacité industrielle iranienne et les Iraniens feront de même de l'autre côté. Et cela conduira à une crise qui durera des années, étant donné qu'il y a peu de cibles, très grandes, très rentables. Et je crains vraiment que Trump, lorsque cet ultimatum prendra fin, agira de cette manière. Ils avaient déjà commencé à montrer certaines choses il y a quelques jours en neutralisant l'un des points les plus importants. C'est ce que disait le premier Iranien, et donc l'explosion est donc maintenant. Nous y sommes très proches. Je dis ça parce que j'imagine si quelqu'un a une entreprise et doit transporter 50 camions, le prix du diesel qu'on m'a dit aujourd'hui sur l'autoroute était de 2,51. Une chose comme ça peut vraiment atteindre des niveaux absurdes. 34 €. Pour donner une idée, on trouve de moins en moins de sources alternatives. Les réserves stratégiques des pays européens et américains durent 1 mois, 2 mois, cela dépend du pays. Tu peux y mettre tous les milliards que tu veux, mais s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Déjà l'autre jour, je voyais des vols annulés, justement parce qu'on essaie aussi de rationner le carburant aviation. Diego Maria Tambourini, étant donné la même absence de stratégie, ne pensez-vous pas que les raisons religieuses son alertanciarde sont moins importantes que ce que nous croyons, même du côté américain ? Je ne sais pas, selon toi, à quel point Trump est-il religieux. Trump ? Il fait tout un cinéma en faisant semblant d'être religieux, mais moi je ne le vois pas particulièrement religieux. Ils font toujours la petite mise en scène pour un certain type de gens, mais il n'est absolument pas religieux. Je veux aussi aborder un autre point fondamental, parce que cette idée qu'ont un peu les Américains, mais surtout Trump, de l'appliquer à l'Iran. La même formule identique qu'ils ont utilisée avec le Venezuela, c'est-à-dire on enlève le leader et ensuite celui qui viendra après s'accordera, ça a marché au Venezuela, n'est-ce pas ? Il l'a pratiquement écrasé, il a fait rouvrir l'ambassade et maintenant, en silence, il fait des affaires avec les Américains, mais cela ne peut pas fonctionner avec l'Iran. J'ai eu la chance ces jours-ci de parler avec certains membres du renseignement extrêmement expérimentés sur l'Iran et à peu près tous m'ont dit la même chose sur l'Iran. Du moins pour ceux qui le connaissent vraiment, pas les Américains. Il a un régime qui a été conçu pour encaisser des coups très durs, y compris la décapitation du régime. Dans quel sens ? Ils ont eu des décennies pour se préparer à ces éventualités. Et ils ont créé une structure bien moins centralisée que ce qu'ils laissent paraître. Au final, la figure de Khamenei est davantage un guide spirituel qu'une autorité technique ou pratique. Et il est assez évident qu'il ne s'appuyait pas uniquement sur ses dirigeants, en tout cas pas sur la performance en somme de la direction. Mais sur quoi repose leur système ? Sur plusieurs piliers, des piliers qui soutiennent pratiquement la coupole, en fait chacun est important, mais aucun n'est essentiel. Si l'un tombe, il est remplacé, donc l'effondrement structurel n'arrive jamais. D'un autre côté, il y a un risque selon moi vraiment important. J'ai regardé l'autre jour une très longue interview avec l'ancien directeur de l'EF, Barr, et aussi plusieurs experts en stratégie des jeux qui disent que le plus grand risque maintenant est le contraire de ce qu'ils disent. Trump, Vance, etc. C'est-à-dire, si on lit le tweet initial de Trump, il dit « Nous avons quand même effectué un changement de régime ». Il dit qu'on a obtenu un changement de régime total sans rien y comprendre, ça arrive. Ceux qui sont là maintenant sont différents, plus intelligents et moins radicalisés, des éléments moins radicalisés. Ils prévaudront, ce qui est exactement le contraire de ce que disent la vingtaine d'analystes que j'ai écoutés, aussi bien en privé qu'en suivant moi-même des podcasts, etc. Dans quel sens tous les analystes qui connaissent bien l'Iran ?
et ce genre de structure, de cela, qu'il est très probable qu'au fur et à mesure que les différents dirigeants sont éliminés et que d'autres émergent des seconds ou troisièmes rangs, ces derniers seront encore plus radicalisés. Ce genre de structure, ce type de structure dans leurs propres actions, pourquoi ? Ils devaient sanctionner l'abandon préservationniste, le report du respect envers les subordonnés. Et ce type de structure, ce genre de structure a un profil et des antécédents et donc, étant moins connus, ils peuvent faire moins appel à l'autorité, à leur propre image. Donc ils obtiennent pratiquement l'effet opposé. Autre point, pourquoi tous les analystes disent ce que tu dis alors que le Pentagone et la CIA non ? Barnes, l'ancien du FBI, le dit, ainsi que plusieurs autres analystes que j'ai suivis, du CSIS, du Center Action, Résilience et bien d'autres choses aussi. J'ai aussi entendu des Israéliens dire la même chose, eux aussi, qu'ils les ont éliminés, mais pas pour cet objectif. Entend-on parler de changement de régime ? Non, ils faisaient juste partie de la chaîne de commandement. Mais ils ne s'attendent pas à de grandes choses, que cela va complètement révolutionner le régime, ou qu'il va tomber, etc. Tu élimines simplement les dirigeants parce que ce sont eux qui commandent à ce moment-là, et donc tu crées un vide qui met un certain temps à être comblé. Mais pas dans le but de renverser le régime ou de s'attendre à un bouleversement du régime. C'est ce que disent pratiquement tous les analystes les plus sérieux. Je l'ai vu chez Kaufman et chez beaucoup d'autres ces derniers jours, j'en ai écouté et lu une vingtaine, et il n'y en a pas un, y compris les Américains, qui partagent l'idée que si tu élimines la classe dirigeante du régime, alors soudainement le régime tombe et se réforme, en fait, il se réforme, en pire. Ils seront beaucoup plus paranoïaques, et probablement, en fait. J'ajoute cela parce qu'il y avait une très belle interview d'un Indien qui invite souvent aussi Sarah Payne, qui est une spécialiste des relations sino-russes. Où ce professeur, expert précisément en théorie des jeux, disait-il cela. Ce qui mènera probablement aussi à un terrorisme contre l'Amérique financé par l'Iran ou par d'autres. Parce que c'est l'étape suivante, après la super-radicalisation des nouveaux. Et le fait qu'ils se rendent compte qu'une action directe par missile entraîne une intervention de ce type, donc ils ont perdu leur proxy. Presque tous autour des Israéliens, ils pourraient en développer d'autres. Donc on pourrait même revenir à une période comme celle d'il y a 10 à 15 ans, c'est-à-dire celle des attentats, surtout en Israël et surtout en Amérique. Et puis j'ai remarqué autre chose. Si on regarde qui les Israéliens et les Américains ont tué, on remarquera que presque tous les leaders qui ont été éliminés ne sont pas ceux de l'armée régulière. Ils ont surtout essayé d'éliminer les Pasdaran et les leaders plus liés, disons, à la vision idéologique, doctrinale, etc. Ceux qui sont plus opérationnels dans l'armée, par contre, moins, parce que l'armée est un peu moins fanatique. Du moins l'armée régulière, même si en réalité, c'est encore moins. Pour toi, bravo. Cette semaine, en Chine, une baisse du prix des dérivés du pétrole comme le benzène, l'éthylène et le propylène est prévue. Maintenant, au contraire, ça continue d'augmenter, notamment à cause de ce problème-là, et aussi du côté des engrais. La Chine avait aussi beaucoup augmenté ses propres stocks. C'est un fait. Et donc elle ne peut pas, ce n'est pas quelque chose qu'elle peut faire seule. Au cours des 2 dernières années, donc, probablement en prévision d'un bazar de ce genre. Moins d'autres pays qui sont plus dépendants, surtout les pays asiatiques. Donc voilà le tableau. Je ne veux pas être alarmiste, mais si vous êtes seulement des citoyens et que vous n'avez pas d'entreprise, vous pouvez en faire quelques-uns. Si quelqu'un a une entreprise, il ne peut rien y faire. Parce que où allez-vous les stocker ? Je veux dire, l'essence pour 50 camions, vous ne pouvez pas le faire.
Mais s'ils attaquent, il est inévitable que la crise devienne systémique et donc tout augmentera inévitablement, y compris ce qu'on commande de Chine. À beaucoup d'autres choses, et il n'y a pas beaucoup d'outils que l'Italie peut utiliser comme la suppression des axes. Pendant un certain temps, pour atténuer ce qui est une crise systémique et non une crise de 2 ou 3 mois. Là, inévitablement, tu dois conclure des accords avec d'autres pays pour trouver d'autres fournisseurs. Heureusement, nous ne dépendons pas autant, l'Europe n'importait pas autant des pays du Golfe. Mais si tu vas acheter quelque chose sur Amazon, etc., pas maintenant, parce que de toute façon, les cycles logistiques sont longs. Mais ça coûtera sûrement plus cher, surtout si ça vient de l'autre bout du monde, pour donner une idée. Donc moi-même, je veux voir s'il va faire du taco. Trump se dégonfle toujours, c'est-à-dire que Trump se dégonfle toujours, ce qui est un argot américain pour dire « il fait un pas en arrière », ou parce que maintenant ça fait 3 fois. Qu'il repousse l'ultimatum, ou bien si cette fois ils attaqueront vraiment. C'est quelque chose d'assez préoccupant, en général, pour ce qui est en train de se passer. Donc comme nous le voyons, l'Iran continue exactement avec la même tactique, ni plus ni moins. Vous pouvez voir les chiffres de l'activité, ils restent plus ou moins toujours les mêmes. Missiles en rouge, drones en bleu du 11 mars au 6 avril. En fait, nous pouvons voir une augmentation en ce qui concerne les drones, et c'est l'ensemble du 2 mars au 6 avril. Le fait est que pour eux, ce taux de pression est plus que suffisant pour internationaliser la crise et aller détruire les installations des monarchies du Golfe. Donc ce n'est pas qu'ils ont besoin de revenir au niveau précédent, aussi parce qu'un déploiement aussi important ne ferait que les exposer à des dangers. Venons-en aussi à la question de savoir comment ils ont réussi à extraire les pilotes du F-15. Parce que selon moi, c'est assez intéressant, surtout d'un point de vue doctrinal, cette idée des Américains de ne jamais laisser un homme derrière. Pourquoi ? Parce que cela, disons, améliore le nombre de personnes prêtes à effectuer des missions dangereuses en sachant que, quoi qu'il arrive, on viendra te récupérer. Nous en avons fait un court extrait et nous l'avons condensé, mais en réalité, si l'on regarde dans les détails, c'est encore plus intéressant. De ce qui est dit, nous avons vu, parce que dans un court extrait, on ne peut pas tout mettre. Au début, nous avons vu différents avions et hélicoptères américains, y compris le Black Hawk, c'est-à-dire une version dérivée du Black Hawk. Si je ne me trompe pas, c'étaient les Pave Hawks qui circulaient. Certains ont été envoyés délibérément dans de mauvaises zones, afin que les Iraniens pensent qu'ils étaient là, et donc ils se sont concentrés à surveiller où allaient introiter les Pave Hawks. Ce qui s'est passé est incroyable, parce que pratiquement les Américains ont atterri. Ils ont atterri, d'accord, avec des C-130. Dans une vallée. Et ensuite, on ne sait pas exactement ce qui est arrivé aux C-130, s'ils se sont embrouillés parce que, de toute façon, atterrir sur ce terrain-là, ce n'est pas l'idéal. Il y en a qui disent qu'ils se sont embourbés, d'autres disent, en regardant les images, qu'ils se sont plutôt bloqués mutuellement alors qu'ils tentèrent de décoller. Dans le sens où ce n'est pas vraiment une collision, mais si on regarde les positions des avions, elles ne correspondent pas à ce que serait la façon de décoller. Comme vous pouvez le voir, ils sont tous trop proches les uns des autres. Ce sont les images de la destruction, ce sont des silhouettes. Oui, je dis embourbé, mais dans le sens où c'est un terrain extrêmement accidenté, tu peux même crever tes pneus. À noter que si 2 avions doivent décoller et qu'ils sont dans cette position, l'un bloque l'autre.
On ne sait pas maintenant s'ils les ont garés de cette façon parce que l'un était déjà inutilisable et qu'ils l'ont donc mis devant pour servir de bouclier. Ou s'il s'est passé quelque chose et que, dans la précipitation de décoller, je ne sais pas, l'un a viré, il a été endommagé et il a bloqué l'autre. On ne sait pas, mais c'est très étrange que lorsqu'il devait en décoller, ils se soient retrouvés dans cette position-là et on ne sait même pas s'ils ont essayé. Non, ils ne se sont pas écrasés lorsqu'ils ont atterri. Ou ils l'ont mis là pour couvrir, étant donné qu'il était inutilisable. Et en attendant, il servait de couverture, parce que, je dis, il servait de couverture. Parce que, en plus de cette histoire des avions qui ont atterri, au début, ils assuraient la couverture à la fois avec les Pavok et peut-être aussi avec les A-10. Au début, seuls ces deux avions-là ont atterri, puis après qu'ils se sont embourbés, qu'il s'est passé quelque chose, qu'ils se sont retrouvés bloqués ou qu'on les a mis là parce qu'ils ne pouvaient même plus décoller. Les Little Birds sont aussi arrivés. Les Little Birds, ce sont les hélicoptères qui transportent les troupes spéciales, ceux-là, si vous avez regardé. Black Hawk Down. Vous vous souvenez de ces petits hélicoptères qui allaient un chien mitrailler quand ils lançaient les stroboscopes au-dessus des positions des Somaliens. C'est-à-dire qu'à la fin, dans la scène finale de cette histoire, au total, 4 hélicoptères et 2 avions ont été perdus, c'est-à-dire que les 2 avions que nous avons vus ont été perdus. Avec eux, 4 Black Hawk. Et ils sont partis avec une autre vague de Black Hawk qui les a emmenés. Ce que vous voyez, ce sont les épaves du C-130 et les épaves d'au moins 2 Little Bird. Ceci. C'est intéressant ça. Ou, comme quelqu'un le dit, ils pouvaient être à l'intérieur de l'avion et qui sait, ils ont peut-être atterri. Souvent, on les fait aussi sortir des C-130. Quoi qu'il en soit, ça a été une mission extrêmement coûteuse parce que même le premier pilote n'a pas été... On lui a dit qu'il avait été récupéré et la nouvelle était fausse. Pourquoi était-elle fausse ? Parce qu'on essayait de ne pas donner aux Iraniens l'occasion de lancer une chasse à l'homme. Le deuxième a été sorti 36 heures plus tard. Il a escaladé une montagne de 2000 mètres dans une grotte et de temps en temps, il allumait sa lampe de communication. D'ailleurs, ils n'étaient même pas sûrs que c'était bien lui. Alors ils ont dû lui poser des questions. Question convenue, il y a toute une procédure qui est mise en place avant l'émission, c'est-à-dire des questions convenues, des mots-clés, etc. Et donc, ils pensaient que ça pouvait être un piège, parce qu'on ne peut pas savoir. Il beacon. Celui qui était activé était le sien ou pas, peut-être déjà sous le contrôle des Iraniens. D'ailleurs, les Iraniens diffusaient partout à la télévision des extraits, etc., à tel point que les gens y allaient de temps en temps. Il y avait des vidéos de gens en civil qui tiraient sur les hélicoptères américains, sur les C-130. En réalité, ces gens étaient partis chercher la récompense, parce qu'on leur avait offert 60 000, je ne me souviens plus de leur monnaie, pour aller les chercher et finalement ils les ont sortis, mais à un prix énorme. Je ne sais pas si la Dicelle dont on parlait les jours précédents était aussi impliquée dans cette histoire, mais sûrement. Ici, 2 Black Hawk ont été endommagés, 4 hélicoptères perdus, 2 C-130 et le F-15 évidemment. Une mission incroyable pour tenter de récupérer 2 pilotes. Cela signifie qu'il y avait un grand intérêt à ne pas donner aux Iraniens un prisonnier, sinon ils en auraient fait un spectacle ou autre. Je vous recommande vivement ce Substack qui raconte cette histoire en détail, qui mériterait peut-être même un film. Parce que ce furent sûrement 36 heures terribles pour le copilote.
Mais cela vous donne une idée que les Iraniens sont encore actifs. Ils sont capables de créer. Oui, Commander 61 est très doué. Vraiment très doué. C'est vrai qu'il va très loin dans les détails, même sur des questions techniques, mais je vous conseille absolument de le lire. Si vous voulez une histoire, pas les journaux. Laissez tomber les journaux. Si vous voulez une histoire vraiment bien faite et complète, allez sur ce Substack et vous la trouverez en entier. Pas les bêtises, les reconstructions des journaux, qui sont extrêmement partielles et limitées. Maintenant, à mon avis, Paolo devrait aussi passer d'un moment à l'autre. Je voulais ouvrir une petite page, non? Comme j'ai aussi mis information dans le titre, l'autre jour, par curiosité, je m'y suis mis. J'ai regardé quelques extraits, disons, de la télévision, et j'ai remarqué une chose assez particulière. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous qui suivent cette chaîne le savent, sinon vous ne seriez pas là. C'est-à-dire que je regardais aussi d'anciens débats de ces dernières années entre les différents personnages qui étaient dits sur le plateau, etc. Du 50%. Ils en venaient toujours à l'attaque personnelle, c'est-à-dire qu'ils s'attaquaient entre eux. Et dans les autres cas, il n'y avait pas d'analyse, il n'y avait pas de présentation de quoi que ce soit d'autre que la position idéologique de cette personne, par rapport à l'Iran, ou par rapport aux Américains, ou par rapport aux Russes, ou par rapport aux Ukrainiens. Ils se criaient en dessus, ça c'est dans le meilleur des cas, 50% ils se coupaient dans la parole, ils s'attaquaient, il n'y avait plus de jeu à délégitimer l'autre personnellement. Et surtout, j'ai remarqué cela qui a ensuite été aussi confirmé par divers personnages de la télévision. Il a plus d'intérêt à s'assurer que si l'invité A est présent, l'invité B doit avoir une position opposée à celle de l'invité A, pas vraiment opposée. Et alors je me demande, et le travail du journaliste, il est où ? Je ne suis qu'un simple pourvoyeur d'invités qui se crée un dessus, c'est ça le travail du journaliste ? Ou le travail du journaliste devrait-il être de réfuter ce que dit A et ce que dit B ? Et voir si l'un des deux base ses propos sur des faits, des preuves, des sources, et donc ne plus inviter celui qui n'apporte rien pour soutenir ce qu'il avance. Non, le but des journalistes, d'après ce que j'ai vu, c'est de trouver l'invité A et l'invité B qui pensent différemment. Peu importe ensuite si tous les deux fondent leurs opinions sur du vide absolu du moment qu'ils se disputent. Merci. Salut Paolo, désolé pour le retard, je dois commencer à utiliser un agenda, Eh oui. je l'avoue publiquement. Je vais te prendre une secrétaire, je parlais de... J'ai parlé de la première partie, tu la connais, non? Celle que je t'ai envoyée, je l'ai lue. Je l'ai lu, très intéressante, c'est bien. J'avais noté ce que je pensais de cette guerre, donc, puisque tu la connais, tu peux donner ton avis. Et puis je parlais du monde de l'information, du fait qu'à la télé, ils invitent l'invité A, l'invité B. Le journaliste ne vérifie pas si A ou B ont raison, du moment qu'A pense le contraire de B. C'est parfait. Ils se disputent, ça fait de l'audience. Oui, mais c'est aussi notre faute, la faute de ceux qui... Parce qu'ils les regardent. Si toi, devant quelque chose d'un peu plus élaboré, tu changes de chaîne et je le vois, si tu écoutes Lucio Caracciolo, qui est excellent et très approfondi aussi, mais il a une façon de s'exprimer d'un certain type. Par exemple, avec Dario Fabri, tu recherches automatiquement le côté spectacle, tu trouves Dario Fabri plus agréable à écouter que Luca Caracciolo, par exemple, ou Lucio Caracciolo, peu importe ce qui est dit. C'est notre faute, car on ne prend pas le temps de dire « laisse la forme, va au fond, quelle information reçoit-on » et elles sont toutes les deux excellentes. Celles de Caracciolo et celles de Fabri sont sûrement excellentes. Mais c'est que nous n'avons pas envie de nous informer, nous avons envie de savoir comment le match s'est terminé, nous n'avons pas envie de tout voir, nous voulons savoir si notre équipe de cœur a gagné ou perdu,
Et la télévision s'adapte parce qu'elle vit de la publicité. Donc, elle vit de quelqu'un qui regarde le match à ce moment-là. Et donc, mais vous voyez pour cette partie du public qui ne s'y retrouve pas. Et c'est encore pire pour les journaux, qui pourtant, tout compte fait, auraient le temps et l'espace. Parce que si tu as 10 secondes pour dire qui gagne et qui perd, ou s'il a une bombe atomique, voilà, c'est le genre de question qu'on me pose, pas toujours, mais souvent. Le journal a tout l'espace et le temps pour pouvoir argumenter et s'informer. Et pourtant, si vous regardez les journaux, même la répartition des espaces consacrés à tel ou tel sujet en dit long. Mais les gens veulent savoir cela. Sur quelle base les gens veulent-ils savoir cela? Ou sur quelle base les gens ne veulent-ils pas qu'on leur explique pourquoi? Il a le diesel à 2,20 € le litre et l'essence à 1,80 €. Voilà, ça pourrait les intéresser et savoir s'il y a de vraies perspectives de baisse pour les prochains mois ou les prochaines années avec les données en main. Je te donne un exemple, Il Journal. Trump, une civilisation entière va mourir. Cette nuit, le pape menace, c'est inacceptable. Le palais Chigi, le peuple ne doit pas payer les fautes du régime, c'est-à-dire 2 autres déclarations inutiles. Il n'explique pas, c'est-à-dire nous, honnêtement, avec tout le respect que j'ai pour le pape ou pour ce que dit le palais Chigi, il n'expliquerait pas aux gens ce que cela signifie. C'est-à-dire que les gens, dit Trump, une civilisation entière mourra cette nuit, ce qui veut dire qu'il va utiliser le nucléaire. Cela veut dire que j'ai mis 60 minutes avant que tu arrives pour expliquer ce que cela signifie. Quelle est la stratégie qu'ils suivent? Mais si tu dis que tu vas effacer la civilisation après Hiroshima, qu'est-ce que tu en penses? Tu penses automatiquement à l'autre façon, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui coupes le gaz? Si tu raisonnes en termes conventionnels, effacer une civilisation signifie s'engager dans une guerre de 5, 6, 8 ans, des bombardements jour et nuit, par étapes, ces choses qu'on ne voit plus et qu'on ne peut même plus faire par manque de moyens, même si on voulait refaire Dresde. Ce le hanno le cose per farlo. Et alors tu te dis qu'il manque des cibles, qu'il n'y a même plus de cibles de valeur. Quand tu déclares qu'une civilisation entière est la cible, même Madame Césira, qui étend son linge quelque part dans la province de Téhéran, devient une cible. Trump a dit ceci, quiconque se trouve là-dedans, donc appartient, même s'il n'a pas la civilisation, à ce peuple, le peuple sera effacé. Imagine le visage de Trump. Il n'a même pas parlé de régime là-bas. Il pulvérise en donnant à tout le monde où est-ce qu'il les a traités de bâtards. Ce n'est pas ici, c'est celui d'avant, peut-être pas. Il en a fait beaucoup, des tweets. Ceux-là, il les qualifie d'obstinés, de crétins, de bâtards. Bref, un truc comme ça, et ceux qui sont là, mais ici au moins. Il finit en disant « Que Dieu bénisse le grand peuple d'Iran, puis je vous tue tous, mais vous mourrez par ma main. » Disons que cette phrase-là ne va pas du tout avec la dernière, c'est-à-dire « décide-toi ». Ou bien il ne connaît pas vraiment l'utilisation du mot « civilisation » parce qu'il est évident que cela inclut aussi le grand peuple d'Iran. Ou alors non, ou alors il veut dire que Dieu les bénisse dans le sens où il les envoie tous devant lui, et à ce moment-là, c'est le Père éternel qui s'en occupe. 90 millions de personnes qui n'ont rien fait d'autre que de vivre du mauvais côté du monde, selon ce qu'il dit. Qu'est-ce que dit Trump? Mais il y a eu un philosophe savoyard du nom français de Maistre qui dit que la corruption de l'homme commence par la corruption du langage. En corrompant le langage, les idées, les comportements et les sociétés se corrompent aussi. Donc, avoir le chef de la plus grande puissance mondiale ou celui qui considère être encore la plus grande puissance mondiale qui utilise ce langage, s'il met vraiment en pratique ce qu'il dit, on sera vraiment dans le pétrin dès demain matin. Si tu ne le mets pas en pratique, il y a un dicton romain qui ici non. Je répète que quand tu le fais, ils te répondent, disons que tu ne seras pas vraiment pris au sérieux pour tes menaces futures, disons ça comme ça, et tu ne peux pas te le permettre, ni dans un cas ni dans l'autre. Il n'y a jamais eu personne dans l'histoire du XXe siècle qui ait utilisé avec autant d'obstination, avec autant de constance, un langage qui ne convient pas. Cela dévalorise la fonction.
Et ce que Donald Trump ne comprend pas, c'est qu'il occupe la fonction de président des États-Unis. Cette fonction sera occupée par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais dans le passé, elle a déjà été occupée par d'autres personnes. Nous nous en souvenons, Lincoln, Roosevelt, Eisenhower, même Biden. Pour l'amour de Dieu, Tu sais, Paolo, que je sais prédire ce qu'il va faire. Le prochain président américain passera ses 4 années de mandat à passer son temps à demander pardon à la moitié de la planète. mais il reste toujours la question de savoir quand il s'excusera. Et tout le monde dira, oui, nous acceptons, pour l'amour de Dieu, nous avons compris. Mais ensuite, la question non dite sera, mais comment diable avez-vous fait pour les lire? Si votre système permet cela, vous avez un sérieux problème, non? Et donc, l'atteinte à la réputation peut concerner le cabinet d'avocats, il peut concerner une jeune femme en âge de se marier, comme on disait autrefois. Une nation aussi grande ne peut même pas être touchée par une atteinte à sa réputation. Regardez la Russie de Poutine, il fait dire les bêtises à Medvedev s'il faut dire quelque chose de fort, mais avez-vous déjà entendu Poutine oser dire « nous anéantirons, nous ferons disparaître ». Il parle à peine et le langage qui nous faisait rire, il le réservait à Medvedev et au talk-show. Parce que s'il fait comme ça, c'est-à-dire si c'est lui qui parle, c'est lui qui parle, parce que quand Poutine a parlé d'option nucléaire, il a dit ceci. Si le territoire de la Fédération de Russie était sérieusement menacé, nous n'excluons pas que, tout compte fait, tu as envie de répondre, eh bien, il ne manquerait plus que ça. Il n'a pas menacé de lancer des bombes, de couler quoi que ce soit. La Grande-Bretagne, ce n'était pas Poutine avec sa torpille géante. Il y a une question. Comment est-il possible que personne ne l'arrête? Comment est-il possible que tout cela se produise? Moi, je suis assez terrifié. Nous en aurons des conséquences économiques non directes. Tu sais ce que je pense qu'il manque? Ils n'ont jamais eu un président de rupture, disons-le, de rupture. C'est le terme le plus doux que je peux utiliser. Comme celui-ci qui a vraiment repoussé les limites de la décence et du système d'équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire, le maximum que Bush pouvait dire, Obama c'était rien à côté, donc ils ne l'ont jamais vraiment testé. Quand quelqu'un est arrivé pour vraiment le tester, ils se sont rendus compte que c'était peut-être un outil un peu émoussé. Oui, et deuxièmement, ils se rendent compte qu'une partie de leur construction démocratique est absente. Vous savez où se trouve le Congrès en ce moment? En vacances, parce qu'ils ont les vacances d'été, les vacances de printemps, et pendant un mois, le Congrès est fermé parce qu'ils sont en vacances. C'est-à-dire qu'il y a une guerre en cours, ils soutiennent une autre guerre, et comme signal politique, le Congrès part en vacances pendant un mois. Il y a l'aspect, le contrepoids présidentiel non déclaré du Congrès américain, qui laisse ce président faire ce qu'il veut, et le mauvais temps, avec quelques éclaircies, une opposition de la part de, devinez qui, de la Cour suprême, laissant au gouverneur des États l'opposition, disons, la plus éclatante. La dernière a été celle de Laïs qui disait « Mettez-vous à tirer au milieu de la rue devant chez moi. Non merci. » C'est-à-dire, où sont les autres pouvoirs des États-Unis, qui ont pourtant un grand pouvoir, sinon une motion de censure? Ils ont un langage symbolique à mettre en œuvre. Au contraire, cet homme est laissé en roue libre, entouré d'un cercle magique de personnes qui, à mon avis, sont plus dangereuses que lui-même. La White, celle qui le comparait au Christ ressuscité, c'est-à-dire prenez celui-ci, prenez n'importe quel président de n'importe quel endroit, le roi d'Espagne, et voyez que quelqu'un le compare, lui présent, au Christ ressuscité. Vous voyez que ça ne marche pas. C'est quelque chose de très grave et nous en paierons tous le prix, mais ce sont surtout les Américains qui en paieront les conséquences. Pourquoi, hein? Le patrimoine d'une nation, surtout quand il est ainsi, c'est sa fiabilité non seulement financière, économique, mais aussi sa capacité à tenir ses promesses. Pour le meilleur et pour le pire, si tu promets quelque chose de bien, tiens ta promesse. Si tu promets quelque chose de mal, tiens-la aussi. Et c'est pour cela qu'on essaie de ne pas trop exagérer. Qui parmi vous est passionné de cinéma? Vous vous souvenez? Il y a Le Président, Une histoire d'amour, un film avec Michael Douglas.
qui joue le rôle du président des États-Unis et à un certain moment, il doit ordonner une attaque contre une base libyenne. Et l'un de ses assistants, quand il prend la décision de bombarder, dit « Il a fait quelque chose de très présidentiel ce soir » et il répond « Ce soir, vous m'avez vu faire la chose la moins présidentielle qui soit. Je décrète la mort de 2 personnes qui ignorent qu'elles seront mortes dans 2 heures. » Face à cela, on a quelqu'un qui se moque d'avoir abattu 6 chrétiens sur un pont qui passaient simplement pour aller on ne sait où. Et il le revendique comme quelque chose d'intelligent, de beau. Il n'en a pas honte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune honte de la mort infligée, et ça fait vraiment peur. Merci. Il évoque l'après-guerre du Golfe, de nouvelles routes énergétiques, des alliances inédites, un nouvel élan et des énergies non fossiles. D'abord, nous devons sortir de cette façon de penser à la crise systémique, si cette attaque devait vraiment avoir lieu. Et donc il y aura un échange de destruction des infrastructures qui aura un effet sur des années, pas sur des mois, pour tous les facteurs que nous avons mentionnés précédemment. Peu de structures, mais très grandes, qui représentent un pourcentage important. À partir de là, il n'y a plus de retour possible. Pourquoi cela devient-il systémique ? Car à l'avenir, cela ne se reproduira pas de la même façon. À l'avenir, les investissements iront certainement vers la diversification des risques. C'est-à-dire que je vais prendre un peu ici, un peu là, etc. Rien ne reste pareil, mais si cela devient systémique, c'est un gros poids. Pour tout le monde. Je voulais te demander ça, Paolo. Je le ressens beaucoup. Je suis rarement quelqu'un qui voit des dangers dans la guerre en Ukraine. J'ai toujours été rassurant. Effet camomille sur tous ceux qui faisaient des vidéos avec le champignon atomique pour attirer les clics. Ici, il n'y a pas de champignon atomique, justement pour cette raison. Et il est beaucoup plus facile de provoquer une crise mondiale en détruisant seulement quelques installations clés. Je vois un effet à long terme, qui aura un grand impact aussi bien sur ma vie que sur la tienne. Chaque fois que nous irons à une station-service, chaque fois que nous commanderons quelque chose, chaque fois que nous achèterons un kiwi ou une caisse de bananes, le prix augmentera inévitablement. La plupart des transports se font déjà par la route. Je commande souvent tous ces livreurs comme Bartolini. Est-ce que par exemple DHL va augmenter ? Ça m'intéresse, tu vois. C'est un effet qui m'intéresse. Avrà un impatto su tutti i livelli, perché Ce qui m'intéresse, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, des choses liées à ça. Et cette fois, je le vois comme réel. Le risque, on est à un pas. Je me suis un peu renseigné sur ces choses-là parce que je me suis posé la question toute bête. Excusez-moi, si 20% de la production d'hydrocarbures passe par là, qu'est-ce qui arrive aux autres 80%? Si tu as 5 euros, t'en perds 20, mais il t'en reste 80 dans la poche, donc tu t'inquiètes un peu, mais bon, ça ne va pas te changer la journée. Et alors, pourquoi tout ce remue-ménage? Parce que le terme est incorrect, c'est vrai, il paraît 25%, je l'ai noté parce que je me suis un peu documenté. Donc si je détourne les yeux, soyez indulgents, il faut bien quelques chiffres. Avant la guerre, par le Golfe ou par le détroit d'Ormuz, dans cette région, transitaient 20 millions de barils de pétrole et de dérivés par jour, ce qui représentait 25% du commerce et 20% de la consommation de ces produits. Où est le problème? Tout le pétrole n'est pas identique dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a le pétrole doux, celui avec peu de soufre, et le pétrole acide, celui avec beaucoup de soufre. Toutes les raffineries du monde ne peuvent pas raffiner l'un ou l'autre, donc des régions entières du monde ont été construites pour raffiner. Par exemple, le pétrole du Golfe, qui est un pétrole acide, donc qui produit beaucoup de soufre, et si tu leur donnes du pétrole doux, comme celui de la mer du Nord, tu les casses, et vice-versa, et vice-versa. Donc l'impact de ce 20% se répercute beaucoup plus. Car cela bloque les autres productions dans le mix. Production de soufre. Celui d'Iran est l'un des meilleurs, donc tu utilises celui-là pour le couper, disons, entre guillemets, ou en tout cas tu peux le raffiner, et il est facile à raffiner. Celui du Venezuela, par exemple, est nul. Oui, il est vraiment nul. Avec l'effet, avec le sous-produit du pétrole du Golfe, qui est le soufre,
avec le soufre, on produit de l'aluminium, avec le soufre, on extrait, avec d'autres choses, on extrait les engrais. Donc tu dois aussi t'attendre en considérant qu'au même moment, tu as mis l'embargo sur le deuxième producteur d'engrais au monde qui, pas de chance, est la Fédération de Russie, donc ce que tu peux produire, dans le Golfe Persique, tu ne le produis pas. Ce que tu peux acheter, tu as décidé de ne pas l'acheter parce que ce n'est pas éthiquement juste, et à la fin, tu te retrouves avec de grandes parties du monde qui dépendent des engrais pour survivre, pour des questions alimentaires, pas pour avoir la tomate ou la cerise, mais vraiment pour réussir à survivre. Tu te retrouves dans une crise alimentaire de grande ampleur. Parlons de l'hélium. Si quelque chose se casse, l'hélium est presque entièrement produit au Qatar. C'est aussi un sous-produit des processus pétroliers et c'est le Qatar qui en produit des quantités significatives. On se dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'hélium? Rien, sauf qu'il est nécessaire pour l'extraction des terres rares, qu'il est utilisé dans les équipements électromédicaux, pour l'IRM. Je m'en étais rendu compte à Tripoli parce que toutes les IRM étaient à l'arrêt, neuves, parce qu'il n'y avait pas d'hélium. J'ignorais qu'il fallait de l'hélium, mais un chef de service me l'a expliqué à Tripoli, en Libye. Donc, nous en subissons déjà les effets maintenant. La différence entre la gazéification et la liquéfaction du gaz, ce pour le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux, ce sont des installations qui coûtent quelques millions d'euros, mais ça ne coûte pas cher. Les regazéificateurs qui se trouvent devant Livourne à Piombino. Et ce qui coûte une fortune, c'est l'installation pour liquéfier le gaz. Pour donner un exemple, si une installation pour faire passer le gaz de l'état liquide à l'état gazeux coûte 100 millions de dollars, celle qui le rend de gazeux à liquide coûte 4 milliards de dollars, juste pour donner une idée. Et c'est là que se trouvent presque tous, surtout pour nous. Donc, vous voyez, avoir voulu concentrer beaucoup de production dans cette partie du monde nous expose immédiatement à un gros problème. Imaginez ce qui se passe si on en vient à la destruction systématique de tout ce qui existe. Des usines de dessalement, ce qui rend impossible d'y vivre, aux installations, à la pétrochimie, disons, qui nous permet de survivre. Et si Trump décide de raser cela, la guerre en Ukraine te le montre. Celle de ces jours-ci, les Ukrainiens, ces jours-ci, continuent à bombarder tranquillement avec des drones les raffineries russes. C'est-à-dire, ce n'est pas rien. Et on parle de gens qui ont quelques missiles anti-aériens, je parle des Russes, c'est-à-dire, s'ils veulent, ils en ont quelques systèmes pour tirer dessus. Et malgré tout ça, ils arrivent quand même. Alors imaginez dans une situation où les moyens anti-aériens sont vraiment rares, dans le Golfe où les installations sont gigantesques et où les temps de vol sont minimes. Quelle chance de survie il a, hein? Regarde, ça c'est la NASA Firms de Jabail, qui est l'une des plus grandes installations qui produit de tout, de l'aluminium à l'acier. Du pétrole qui a pris 1 million de mètres carrés de complexes industriels. Tous les points rouges que tu vois sont les traces de chaleur vues par les satellites de la NASA Firms. Et puis il y a aussi les vidéos qui confirment en somme qu'il y a des flammes, etc. Ceci représente 25 à 30% de la capacité d'extraction de l'Arabie Saoudite, pour vous donner une idée. 58% du trafic mondial passait par ici. 60 millions de tonnes de produits pétroliers passaient par là. Et ils en ont peu, comme je l'ai dit aussi au début du direct. Peu d'installations, très grandes, aussi parce qu'il est plus facile logistiquement de tout centraliser, car beaucoup de ces productions peuvent être interconnectées. Donc si vraiment ils font le grand pas et commencent à démanteler le système industriel iranien, eh bien eux inévitablement ne peuvent répondre que de cette façon, en frappant ceux des monarchies du Golfe, et donc on se retrouvera. Ce qui est bouleversant, c'est que après 4 ans et demi de guerre en Ukraine, où l'on a vu des deux côtés, qu'avec les drones, je peux te causer des dégâts sérieux. Eux, ils les produisent, ils ont même inventé les drones eux-mêmes, et tu n'arrives pas à comprendre qu'ils finiront quand même par te trouver. Tu penses vraiment pouvoir chercher des drones partout en Iran et tous les trouver? Et bon courage.
parce que les Russes essaient depuis 4 ans de trouver tous les garages où sont produits les drones ukrainiens. Avec les imprimantes 3D, avec Madame Césira, et ils n'arrivent pas à arrêter la production. Et cette production inflige de lourds dégâts à l'appareil productif russe. Et puisque les armées sont déployées, en ce moment, les armées ne sont pas déployées. Mais elle inflige des dégâts très graves aux 2 armées déployées. Tu ne comprends pas que cette guerre ne se combat pas seulement avec les ADIX, les F-35, les satellites, avec tout ce que tu veux. Je ne vais pas poser une question à laquelle j'ai essayé de répondre au début. J'ai regardé, comme je l'ai dit, une vingtaine d'analystes, ces commentateurs de l'ancien directeur du FBI Barrs, et tous partagent le même point de vue, qui est à l'opposé des tweets de Trump. C'est-à-dire que lorsque tu élimines une partie d'une administration de ce genre, ceux qui arrivent donc de la 2e ou 3e ligne sont souvent pires parce qu'ils sont moins connus, donc ils doivent se faire remarquer et se faire connaître et craindre. Plus paranoïaque et plus radicalisé, donc tu obtiens l'effet inverse. Et je me demande, et c'est une question, mais est-ce possible que personne, à l'intérieur du Pentagone, personne parmi les analystes, etc., n'explique à ceux qui commandent que ces choses sont le contraire de ce qu'ils essaient d'obtenir? À part le fait que nous avons vu des généraux être démis de leurs fonctions, et cela me fait penser que peut-être... C'est-à-dire qu'il a essayé, ou alors tu es un héros, et dans ce cas, tu mets en jeu 38-40 ans de carrière où tu t'es donné à fond en Allemagne, la Corée du Sud, envoyé 4 ans en Alaska, et juste pour avoir dit, écoutez, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça, tu te retrouves à tout perdre, et donc si tu décides d'être comme ça, tu entres dans la catégorie des héros, des missionnaires, et tout mon respect. Les gens normaux prennent un calendrier et se disent, si je me tais pendant 2 ans, dans 2 ans, ce problème n'existera plus, je dois juste survivre à ça. Et on fait ce qu'on fait normalement. Oui, oui, c'est certainement vrai, sûrement oui, mais pas maintenant, demain matin. Tu essaies de ralentir l'effet des décisions parce que si tu le veux, tu peux le faire. De ne pas adhérer avec enthousiasme à l'idée de parce qu'une fois il manque ceci, une autre fois il faut cela, une autre fois encore il manque ceci. Je m'explique, je pense que quelqu'un fait aussi cela au sein de l'organisme d'action militaire. Mais on ne peut pas exiger qu'un service qui dépend du pouvoir politique se mette à s'opposer à ce pouvoir politique. Parce qu'au fond, il faut s'en souvenir. Ici aussi, il y a un point de divergence au sein des forces armées américaines, parce qu'ils disent « Nous prêtons toujours serment au pays et à la Constitution, pas aux occupants temporaires de la Maison-Blanche. » C'est ce que disait MacArthur, non? Oui, et il avait raison, dans le sens où « si on te donne un ordre illégal ». C'était un grand débat parmi les soldats, justement pendant la période du chaos avec le Venezuela ces derniers mois. Eh bien, puisque tu as juré de défendre le pays contre les ennemis extérieurs et intérieurs, si on te donne un ordre qui n'est pas légal, tu as tout à fait le droit de t'y opposer. C'est pourquoi d'ailleurs, Exet dans les mois précédents, il y a 6 ou 7 mois, avait commencé à licencier beaucoup de, disons, conseillers juridiques au sein de l'armée. C'est-à-dire ceux auprès de qui un militaire va demander de l'aide lorsqu'il reçoit un ordre qu'il considère comme illégal. Il faut aussi compter au sein des forces armées plusieurs personnes qui approuvent cette façon d'agir. Il était temps. C'est-à-dire, il dit, je me suis engagé en 85 dans l'idée, dans l'espoir de bombarder Téhéran, et enfin maintenant je le fais. Il faut considérer qu'il y a une bonne partie qui approuve avec enthousiasme cette initiative. Aussi parce qu'ils ne sont pas faits pour faire des évaluations qui sortent de leur domaine technique. Ils sont techniquement très compétents. Ils arrivent à faire des choses extrêmement compliquées. Mais à la question, mais as-tu compris ce qui se passe si tu fais ça? Voilà, à cette question, ils se retrouvent toujours déconcertés. Quoi que tu leur demandes de faire, ils sont techniquement capables de le faire bien mieux que n'importe qui d'autre, peut-être même dans le monde entier. La vraie question à poser, c'est pourquoi et quelles sont les conséquences de ce que tu fais? C'est complètement en dehors de leur formation. Et je vois aussi des choses systématiques, c'est-à-dire ce que nous pensions être une simple information, non? Comme celle-ci qui date de février 2025. 5?
Écarter les avocats qui aident les militaires sur des questions controversées. Changer certains chefs de la marine. Faire un petit discours aux généraux. Vous êtes laid, sale, méchant et hors de forme. Essayez un peu de montrer que vous en avez, faites ce que je vous dis et virez le commandant des opérations. Lors de l'affaire antiterroriste au Venezuela, non. Antitrafiquants, c'est-à-dire que ce sont quand même toutes des choses, des éléments qui ont servi à rendre, disons, les forces armées plus malléables et moins capables aussi de dire non. Parce qu'il fait quand même Punicine 1 et Ducano 100, c'est-à-dire il a démis le chef d'état-major comme si demain Mélanie se réveillait et virait le chef Dragon pour dire non, un autre très haut placé de très haut niveau. Comme ça. Du jour au lendemain, même s'il lui restait peut-être encore 2 ans de commandement. Oui, c'est un peu ce que Poutine a fait au début, disons pendant les 2 premières années de la guerre en Ukraine, qui durait combien de temps en général? 3 mois, 4 mois? Oui, mais les autres, au moins, il y avait l'idée de te retirer car tu as vraiment mal joué. Je ne t'ai peut-être pas aidé à gagner, mais tu as tout fait pour perdre. Essayons donc de voir si quelqu'un d'autre peut faire mieux. Ici, la purge est même préventive. Avant même de me ridiculiser, j'élimine celui qui pourrait m'en empêcher. Et je dois vous dire, ce n'est pas un bon moment pour les États-Unis. Ce n'est vraiment pas un bon moment. Il faudrait s'inquiéter non pas pour l'Iran, mais pour les États-Unis, parce qu'ils ont pris une tournure que le monde ne comprend pas, et quand le monde ne comprend pas, alors ils cherchent quelqu'un qui comprend mieux, ils cherchent un équilibre plus stable, ils cherchent quelque chose qui lui donne plus de confiance, plus de fiabilité. Prenons l'exemple de ce qu'il a commencé à dire sur l'OTAN. Vous ne faites rien, ne nous aidez pas, ne mettez pas vos bases à notre disposition. J'ai essayé point par point, vous ne servez à rien. Produit. Ensuite, peut-être que ça ne fonctionnera pas du tout. Mais les premiers ministres de 4 pays européens importants ont commencé à réfléchir sérieusement. Si c'est le cas non pas d'acheter des armes aux Américains, mais de commencer à inventer un système qui augmente la capacité d'autodéfense de l'Europe. Chose qu'ils n'avaient jamais faite de leur vie. Et ce n'est pas la réarme Europe, ce sont les États qui commencent à nous dire « mettons-nous d'accord ». Merci. Et merci. Les Français ont retiré les titres d'État à tout le monde. Merci à tous. Sea bien. Ce que veut faire Trump. Merci. Etc. Les Iraniens. La même chose se passe de l'autre côté et c'est un chaos mondial. Mais parce qu'au milieu, il y a aussi merci à tous. Les Iraniens, envoyés évidemment là-bas par le régime, mais en partie aussi pour leurs propres raisons, qui se sont pratiquement mis à protéger physiquement les ponts. Merci à... Donc cela deviendrait aussi une tragédie humanitaire, au-delà de l'affrontement militaire. S'ils font sauter un pont et qu'il y a dessus 10 000 personnes, ou quelque chose comme ça, aussi parce que faire sauter les ponts de l'Iran, du point de vue de faire tomber le régime, du point de vue militaire, puisqu'il ne peut pas envahir, quel était le but ? Je ne sais pas si on le dit en toscan ou si on le dit aussi en italien, ce sont des caprices, c'est taper du pied par terre parce qu'on ne te donne pas ce que tu veux. Te nuire, simplement parce que j'en ai la possibilité. Mais faire sauter un pont dans un pays que tu ne peux envahir n'a pas de vrai but, sinon te causer du tort. Point final. Exactement, mais dans le football, on appelle ça des fautes de frustration. Puisque tu ne fais pas ce que je te dis au moment où je te le dis, tu ne reconnais pas mon autorité, tu t'opposes à moi et je sais que je ne peux rien faire d'autre que de te jouer des mauvais tours. Parce qu'au final, c'est ça, sans imaginer que cette personne-là, ce n'est pas qu'elle te joue des mauvais tours, elle t'expulse du terrain si elle commence vraiment à faire des histoires. C'est ça, celui qui a le plus à perdre de cette façon, d'un point de vue stratégique, ce n'est pas l'Iran, c'est le fait que le monde entier se retrouve en difficulté, car une guerre déclenchée à cause de toi, c'est toi qu'on tiendra responsable, pas l'Iran. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines heures, mais ce seront sûrement des heures difficiles. Je regarde aussi un peu la bourse, les mouvements, etc. Que fait-il ?
Israël fait mal, il fait vraiment mal, surtout évidemment tous les contrats à terme sur le pétrole et ces choses-là. Mais les Israéliens, en attendant, ont déjà commencé à détruire des ponts, etc. Ce que je vous ai montré plus tôt était un pont frappé, alors que des civils passaient en voiture dessous. Celui-ci est un pont différent. Sì, ma Distrutto. à la veille de la Pâque juive, Netanyahou, dans un discours que peu de gens ont entendu, tient ce genre de propos. Pessah rappelle le passage du peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte à la liberté en Israël, et pour faciliter ce passage, le Père éternel a envoyé les 10 plaies sur l'Égypte. Pause. Moi, j'envoie les 10 plaies sur l'Iran, alors avec tout le respect, si on n'est pas le Père éternel, on se retrouve comparé au Christ. Résultat, l'autre à se prendre pour le Père éternel qui t'envoie les plaies sur l'Iran, il lui faudrait un bain d'humilité et comprendre que tu ne joues pas à l'omnipotent. Il faut aussi noter une chose, Paul. Tous les ponts que les Israéliens ont détruits se trouvent dans le nord du pays, comme par hasard juste à la frontière avec les Kurdes. Tu crois que les Kurdes aideront les Israéliens? Non? Le fait est que les Iraniens ont quand même beaucoup bombardé dans la zone kurde et qu'ici, ils détruisent toutes les voies logistiques pour isoler la région. Et même Trump a dit qu'il sait si nous n'utiliserons pas cette occasion pour alimenter des forces internes. Ça laisse penser qu'il y a quand même une velléité de créer un peu de mouvement. La parole de ces gens, pour un Kurde, après la 3e fois qu'ils se sont fait avoir en beauté, à la 4e fois, ils tombent encore dans le piège. Quand celui qui te propose quoi que ce soit est capable de te bombarder pendant qu'il te fait la proposition, c'est une question de réputation. C'est-à-dire, qui achèterait une voiture à Netanyahou ou à Trump ou leur achèterait une maison? Donne un espoir à un homme et il s'y accrochera de toutes ses forces. Oui, un espoir, mais pas une connerie. Ce n'est pas la question. Tu sais que tu es au service d'une politique de gens qui te considèrent comme un sous-homme. Ce sera peut-être aussi un espoir, mais quand tu sais que celui qui t'a proposé l'affaire te considère à peine mieux qu'un ornithorynque, alors on ne parle pas d'égal à égal. Non, peut-être pas, peut-être qu'il me manipule. Ma neutralité vis-à-vis du pouvoir central de Téhéran, par exemple, je la gère, par exemple, avec une puissance qui m'a toujours été hostile, les Turcs. C'est-à-dire que j'ai d'autres cartes à jouer. Le fait est que je suis obligé de faire la guerre contre des tiers. Pour me retrouver seul dans les montagnes du nord de l'Iran, comme un idiot, après que la guerre soit terminée, et avec tous les autres Iraniens en colère. Que je les ai trahis une fois de plus et que personne ne vient à mon secours. Allez, Merci. Dernier sujet, l'Ukraine, parce que évidemment, au milieu de tout cela, l'Ukraine est, disons, reléguée au second plan. Je peux te dire qu'en suivant les derniers événements, il y a eu quelques contre-attaques ukrainiennes. Eh bien, petit spoiler, il y aura une retraite ukrainienne dans la zone entre Siversk, Kramatorsk et Sloviansk pour réorganiser les lignes. Ça t'a été le mois avec le février et mars ont été les mois avec le plus faible nombre de changements territoriaux. Oui, 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 oui. Les Russes, par exemple, ont pris 25 km², puis cela dépend de la source, allez vérifier. Mais en tout cas, l'état, vous pouvez voir, montre beaucoup de petites flèches bleues dans la zone de Kamiansk et on peut dire que tout est en train de s'inverser. Ce serait le mois avec peu de changements. Oui, oui, oui. Oui, d'après des sources internes avec cette connexion, parce que cette zone, comme vous le voyez, devient un saillant, donc elle est dangereuse. Général, cela fait 2 mois particulièrement lents des deux côtés, avec peu de tentatives, toutes échouées des deux parties. Parce que 2 Ukrainiens ont essayé à Krechin avec Skala, et avant cela, les Russes vers Liman. C'est devenu une guerre extrêmement lente, encore plus lente qu'avant, que ce que nous avions déjà vu en 2024, 2025. Et j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Oui. Général, État, moi avec les militaires, blogueurs, Telegram, etc. En Russie, dès maintenant, si tu veux aller sur LinkedIn, tu dois avoir un VPN parce que Telegram est bloqué.
Et donc beaucoup de gens en ont marre, ils l'écrivent carrément. Ça suffit, ça fait 5 ans qu'on mène cette guerre, on n'avance nulle part. Territoriaux. La perspective, c'est que Russes et Américains ne soutiennent plus les Russes et qu'ils peuvent soutenir qui ils veulent, ce qu'ils font de moins en moins. Oui, l'Europe, qui fait face à une crise énergétique mondiale, devra, d'une manière ou d'une autre, trouver une solution. Il y a le fait que le pétrole et le gaz, ils les ont. De l'autre côté du rideau de fer, quelqu'un devra commencer à en tenir compte. Si le problème devient un problème d'années ou de mois, alors probablement nous serons dans cette situation, peut-être d'ici l'été. Cette guerre prendra une autre voie non plus militaire. Aussi bien à cause de la fatigue, un peu pour ceci, un peu pour cela, non. Mais tout cela devient de plus en plus improbable, c'est-à-dire que la volonté de risquer des hommes à l'assaut diminue de plus en plus. Je signale aussi ceci. Pour la première fois pendant cette guerre, en mars 2026, les Ukrainiens ont lancé plus de drones longue portée sur le territoire russe que les Russes n'en ont lancé sur le territoire ukrainien. Et lisez ceci, enlevez, inversez la chose, mettez l'Arabie Saoudite, les États du Golfe d'un côté et de l'autre côté vous voyez l'Iran. Ici, nous parlons de 2 pays en guerre depuis 4 ans, pas 4 jours. 4 ans qu'ils se frappent violemment avec une consommation de munitions impressionnante et ils continuent à le faire. Regardez de l'autre côté, nous en sommes à peine à 38 jours, 39 jours de combat. Vous imaginez vraiment que l'Iran interrompe sa campagne de drones comme ça en l'espace de 4 jours? Non, je ne pense pas. Sachant que l'objectif de ceux qui l'attaquent n'est l'extinction de l'Iran, ce n'est pas un changement de régime, mais quitte à mourir à ce stade, je te lance même des pierres, pas des drones. Tant qu'il y a quelque chose à lancer, je lance. Parce que je sens que tu ne m'as donné aucune alternative. Napoléon le disait, il faut laisser, toujours derrière ton ennemi, une voie de fuite. Mais si tu lui fermes la voie de fuite en disant « Mon objectif est ton anéantissement en tant que civilisation », quelle alternative à l'Iran? Quelle alternative aurons-nous face à l'effacement de la surface de la Terre? Puisque je suis condamné de toute façon, je vendrai chèrement ma peau. Même les Ukrainiens, je vois qu'ils sont en train de jouer leurs cartes en ce moment en lançant tous les drones. Peut-être exprès en cette période de crise pour limiter les gains russes qui chercheront sûrement à profiter de la hausse des prix du pétrole. Donc je comprends pourquoi ils font ces graphiques, je suis aussi beaucoup les mémolins, mais il faut voir ensuite si c'est un choix délibéré de tout lancer en ce moment pour limiter les gains russes. Ou si c'est quelque chose de systématique et que eux aussi ont atteint des volumes extrêmement élevés de production de drones, ça nous le verrons dans les prochains mois. D'ailleurs, avec le fait que les Russes sont en lutte à la fois contre les Ukrainiens, contre l'Europe, mais surtout contre eux-mêmes, en raison de la censure d'Internet, cela aggrave beaucoup aussi la façon dont ils communiquent en interne, ainsi que leurs dissensions. Il y avait quand même une soupape de sécurité qui était Internet, où le Russe pouvait vivre dans une sphère d'information, où il pouvait dire un peu ce qu'il voulait, un peu moins maintenant qu'ils essaieront de les contrôler. D'ailleurs, ça me fait rire. Parce que justement, pour remercier le sponsor de ce soir, qui est NordVPN, devinez quel est l'un des VPN les plus utilisés justement pour contourner la censure russe. C'est bien NordVPN et d'autres formes de VPN, parce que cela permet surtout à la blogosphère de Telegram, etc., de pouvoir s'exprimer librement, et je vous assure qu'ils sont de plus en plus caustiques. J'ai vu les propos les plus virulents écrits par les 1000 blogueurs russes, comme les derniers dialogues que j'écoutais. C'étaient les blogueurs militaires russes, furieux, très en colère, qui ne veulent pas que la Russie aide l'Iran, qu'elle lui envoie des systèmes anti-aériens. Et à voir le graphique de Clément Molin, ils ont raison. Parce qu'ils craignent que s'ils envoient des systèmes anti-aériens qui ne sont déjà pas suffisants pour couvrir ce dont ils ont besoin eux-mêmes, alors imaginez s'ils les envoient carrément en Iran. Donc il est vu un peu comme un allié toxique
qui a déjà donné ce qu'il devait donner, il leur a donné les drones, ils les ont copiés, maintenant il ne leur sert plus. Non ci serve più. Cependant, pour ajouter un élément de plus à ce spectacle dont tu as parlé, peut-être que les Ukrainiens ont atteint une capacité de production tout à fait respectable. Donc, ainsi de suite, une preuve indirecte est le fait que Zelensky s'est rendu Gorfopersko en disant quoi? Si vous nous donnez un coup de main d'une certaine manière, nous leur donnons les drones. Tu ne peux pas donner quelque chose que tu n'as pas. Donc, cela signifie que ces niveaux de production lui permettent probablement de dire que nous pouvons aussi vous aider d'une certaine manière. Merci, merci. altro modo, questo è normale, eh? Cela pourrait être une preuve indirecte que l'industrie ukrainienne a d'une certaine manière atteint des volumes qui lui permettent de faire ce que tu as bien montré ensuite. Cependant, je vous rappelle, souvenez-vous toujours que cette guerre de drones dure depuis 4 ans, pas depuis 4 jours, et que le terme année fait référence à la guerre de drones. Le golfe dans la bouche d'un Américain, c'est la terreur pure. C'est une terreur pure. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Oui, il y a un peu de délit d'initié, etc. Moins sur les futurs du pétrole, parce que l'initié peut le faire. Tu sais que ça va exploser maintenant, mais sur les futurs, ceux qui savent que dans quelques mois ça coûtera plus cher, c'est déjà différent. Donc faites attention, ce sont des marchés parallèles, non? Entre ceux qui parient qu'il va demander quelque chose et ceux qui achètent dans des futurs, ceux qui achètent dans des futurs ne sont pas si optimistes, et ceux-là sont en hausse. Donc je dirais, mesdames et messieurs, que je vous donne rendez-vous vendredi ou samedi, quand nous ferons d'autres lives d'approfondissement, ou qui sait, nous reviendrons sur la question de l'Iran, parce qu'il est très probable qu'il se soit passé ou non quelque chose. En tout cas, si la situation reste telle qu'elle est, ce n'est pas bon. S'ils attaquent vraiment le système énergétique, c'est vraiment catastrophique. Donc dans les deux cas, les scénarios ne sont pas vraiment roses, n'est-ce pas, Paolo? Non, pas du tout. Espérons que la nuit porte conseil, parce qu'il ne s'agit pas de rouvrir Hormuz, il s'agit d'enfermer Trump, c'est ça le problème. Enfin, d'accord. Je vais m'en faire un t-shirt, regarde. Avec Paolo, il ne s'agit pas de rouvrir Hormuz, mais de enfermer Trump. Merci. Peut-être qu'elle avait raison, non? Nous devons le ramener dans une cage dorée. Il adore l'or. Non, non, dans une cage de fer, il a dit. Pour la cage dorée, on serait même d'accord. Mais demandons-nous toujours pourquoi les États-Unis sont si soumis face à un monde stupéfait par leur comportement. C'est une question importante parce qu'il y en a un, oui, mais ils sont 360 millions, c'est beaucoup. Demandez, on ne pose pas une question, mais pourquoi? Plus personne ne nous aime. Voilà, nous les avons tous offensés. La réponse contient déjà la question. Je vous le jure, je tremble. Demain matin, je serai à Restart sur Rail 3 et je ne pense pas que j'aurai tout ce temps pour pouvoir parler aussi franchement avec toi ou avec ceux qui nous écoutent. Eh, tu auras un créneau, tu dois condenser, non? Oui, je dis sans, je n'utilise pas les voyelles, je dis seulement les consonnes. Les consonnes. Le reste, vous l'ajoutez chez vous, comme vous voulez. Après, Compris? Les adverbes, rien, je mets un verbe à l'infinitif et puis je fais le grand chef, on s'en fout, d'accord? Pour ceux qui s'en souviennent. Salut. salut à tous, bonne nuit. Bonne nuit. Salut.